Bonjour, je suis Mayolek et je suis Disneyphile. Puisque tout doit avoir une suite de nos jours, notre nounou divine revient 20 ans après les événements du premier opus pour s'occuper de la famille Banks à nouveau. Vraiment, ils ont le chic pour se fourrer dans le pétrin. Et la chose qui se remarque assez vite en visionnant le film, c'est que c'est très familier, au point où on en vient facilement à accuser l'œuvre de copie. Ce à quoi j'aimerais répondre qu'il y a une petite différence entre reprise feignante et intention artistique. Le retour de Mary Poppins raconte en soi une histoire qui se distingue beaucoup de Mary Poppins premier du nom. Les conflits centraux sont différents, les relations entre personnages ne sont plus les mêmes, les résolutions sont assez détachées. Cela étant, l'intrigue de ce nouveau film fait tous les efforts pour suivre la même structure que son aîné. Tel événement, rencontre et développement s'incruste de façon à faire un parallèle à un événement de même portée qui survient au même moment dans Mary Poppins. Le but étant de rappeler le plus possible aux spectateurs l'expérience de visionnage du film original, via une manipulation qui vous plaira ou non, mais qui reste recherchée. Si on compare ça à quelque chose comme la plupart des remakes Disney récents, oui, j'en parle pas souvent de ça. Eux se contentent de partir exactement de la même intrigue en faisant du petit changement, du rajout ci et là. Ce qui est un exercice plutôt simple. Ah oui, c'est pas là que les scénaristes se foulent le plus. Dans ce cas-là, l'histoire aurait pu rester la même en étant racontée dans une structure différente. Et sans doute une partie du public n'aurait pas autant gueulé. Mais il y a cet effort dans la réalisation pour rappeler au premier volet qui reste travaillé pour moi. Et qui rend ce film impossible à ne pas comparer à son aîné, j'en conviens. Oui, en me le revoyant, je n'ai pas pu m'empêcher de me demander à chaque scène qui fait ça mieux. C'est pour ça qu'exceptionnellement pour cette critique, on va faire une petite fiche de challenge. Qui s'en tire le mieux? Comptons les points pour nous marrer un peu. Et aussi parce que je n'ai plus trop recopié le Nostalgia Critique depuis quelque temps. En avant pour le retour de Mary Poppins. L'intro du film est sincèrement plus satisfaisante que celle de Mary Poppins. On n'a pas d'insertion forcée du spectateur pour présenter le cadre, l'air est aussi entraînant que Chem Cheminée et surtout a un propos qui illustre un chouïa mieux l'ambiance globale. Vous êtes sur la mauvaise pente, en fin de mois. Et les lendemains qui chantent ne chantent pas. Chaque recoin important est montré, notamment avec l'amiral voisin des Banks qui n'a toujours pas cassé sa pipe. Qui aurait cru qu'un bon coup de canon régulier allongerait l'espérance de vie? Ah, nom d'une page de crabe, ils ont recommencé. Ces brochettes de mer ont fait sonner Big Ben trop tôt. Ce sera l'arc du personnage. C'est toujours un arc de plus que dans le premier film. Et sinon, petit détail qui conforte ce segment en vainqueur, c'est qu'on ne voit pas encore Mary Poppins. Ouais, désolé, le coup de l'explicitation grossière que c'est un ange du ciel sur son nuage, c'est un peu trop ridicule pour moi. Ça a plus de force de laisser le plus de mystère possible sur l'endroit d'où elle provient. Point pour le nouveau. Vous serez surpris, c'est votre jour de chance. Wow, est-ce que c'est la dame aux oiseaux qu'on montre un coup de vent? En partant du principe qu'on ne laisse pas son cadavre joncher les rues, même si cette position me fait avoir des doutes, elle n'a pas bougé de là depuis 20 ans. Une fois qu'on est dévoué aux saintes graines, on n'en sort pas. En effet, nous sommes une vingtaine d'années plus tard, lors de la Grande Dépression. C'est dans ce contexte qu'on trouve un Michael, père de famille veuf, parce que Disney... Honnêtement, ça devient presque une charte des studios à ce stade. Où ce coup-ci, le problème ne vient pas d'une mauvaise parenté, mais d'un trop-plein d'aléas de la vie et de l'économie qui mettent le bien-être de la maison en péril. Si vous ne nous remboursez pas les fonds avant vendredi à minuit, j'ai bien peur que nous ne devions saisir votre demeure et vous contraindre à quitter les lieux. À nouveau, une famille maudite. Un mot rapide sur les huissiers, je piche pas pourquoi on a droit à 2 personnages. On sent que ça veut un peu ajouter de la comédie avec le gentil et... La vie est très difficile à l'heure actuelle, c'est certain. Oui, mais... Chut. L'huissier normal, mais on aurait pu se contenter de faire un juste milieu de leur personnalité et ça aurait évité ces conflits de considération grossiers au fil de film. Vous vous êtes vraiment trompé de profession, mon ami. Bref, c'est la dèche et il faut trouver du fric au plus vite. Père nous a légué ses actions à la banque, utilise-les pour rembourser le prêt. Oui, George Banks est mort.
Comme sa femme, apparemment. On n'expliquera pas comment. Il fait pas bon s'appeler Banks dans ce film. Mais ses actions ne vont pas se trouver comme ça, et ça va être un peu l'objectif central du film. Ça a pas autant de glamour qu'un père bourgeois qui aliène ses enfants, mais j'avoue avoir préféré la présentation dans cette suite. L'introduction du problème des enfants avec la nounou qui se désiste est assez pataude et s'étend sur de mauvais points. Ici, les enchaînements sont plus fluides et la situation se découle auprès du spectateur avec plus de naturel. Et ça vient en bonne partie d'un petit détail. C'est quoi déjà? Père ne nous a pas donné assez, hein? Non, loin de là. Eh ben, on n'a qu'à acheter du parassi à moitié prix. C'est ce que Mère aurait fait. Bonjour, Willoughby! Ah oui, les enfants savent jouer! Ah, qu'est-ce que c'est rafraîchissant de voir des enfants acteurs qui font passer naturellement leurs émotions! Ça change un peu des gueules de poisson qu'on a eu il y a 50 ans! Promis, c'est la dernière fois. J'avoue que c'est un peu superflu d'en avoir 3, vu que la dynamique vient surtout du fait que les plus âgés se sont forgés une responsabilité, une maturité précoce avec la situation précaire de leur maison, et le plus jeune garde une certaine innocence. C'est important de montrer ce contraste pour souligner la situation familiale, mais ça ne servait pas à grand chose d'avoir 2 aînés pour ça. Avec ça, on n'a pas seulement 2 enfants ce coup-ci, j'imagine, mais entre leur jeu convaincant, la présentation plus fluide et le très joli chant maussade de Michael pour appuyer sa perte de repère. Autrefois tout me semblait magique. C'est fini. Depuis ton départ. C'est pas niveau là-haut, mais ça fait son effet. Le nouveau remporte ce point-là haut la main à mes yeux. Dans la partie suivante, alors que nos enfants sont partis à l'épicerie pour aider leur père dans ses tâches, Mary Poppins arrive nonchalamment dans un éclair. Ok, c'est un moment comme un autre. Là, je vais concéder la supériorité à l'ancien. La venue de Mary Poppins était amenée avec attention, de façon à ce que sa postulation comme nounou fasse illusion. Là, paf, vous avez besoin de moi, je me force. Et honnêtement, Marie, t'es obligée d'être aussi théâtrale sur la météo à chaque fois. J'abattrai alors le bras d'une terrible colère, d'une vengeance furieuse et effrayante sur les hordes impies qui pourchassent et réduisent à néant les brebis de Dieu. Et tu sauras pourquoi mon nom est l'Éternel quand sur toi s'abattra la vengeance de Mary Poppins. Je jouais au cerf-volant et il s'est pris dans une nounou. Et quand je dis qu'elle se force, elle se force. Je viens m'occuper des enfants Banks. Nous? Ah oui, vous aussi. Et si ça vous plaît pas, parlez à ma main. Bon, le film essaye de rendre le développement acceptable malgré tout, avec Jeanne qui croit qu'elle a besoin d'un toit, et sa présence qui est perçue comme bénéfique par les chefs de famille. Mais ce coup-ci, c'est la version originale qui est plus naturelle dans sa narration et qui mérite ce point. Sinon, Emily Blunt remplace Julie Andrews, et j'avoue, elle fait un super job. Vous paraissez toujours aussi jeune. Plaît-il? C'est d'une grossièreté sans borne. Elle reprend à merveille le côté strict et élégant du personnage et a des répliques et réactions savoureuses. Mary Poppins, vous pesez combien? Vous en faites pas pour ça. Vous avez déjà piloté une bicyclette de genre? Je vous en prie, ça ne doit pas être bien différent d'un éléphant. Son sourire réconfortant est un peu moins puissant que celui d'Andrews, mais elle rend parfaitement justice à ce que représente Mary Poppins dans cette suite. D'ailleurs, c'est également à ce moment-là qu'elle rencontre le Burt de l'histoire. Comment va ce cher beurre? Il parcourt le vaste monde, toujours à faire des rencontres. Moi qui pensais qu'il serait resté dans le coin pour vivre sa romance platonique avec elle. Après, j'avoue qu'un Dick Van Dyke de 92 ans aurait moyennement donné le change. À la place, nous avons Jack, un de ses pupilles, joué par Lin-Manuel Miranda, qui est un peu le fanboy enjoué. Mais voyons, Mary Poppins, c'est tout. J'ajouterais que vous êtes plus charmante que jamais. Faut que tu saches une chose sur Mary Poppins. Elle n'explique jamais quoi que ce soit. Il ne vaut pas tout à fait Burt, mais reste très sympathique et porte bien le film en tant que co-héros. Même si c'est amené un peu grossièrement, j'apprécie beaucoup de choses dans cette partie. Notamment cette rationalisation de Jeanne et Michael par rapport au passé qu'ils ont vécu. Je crains que ce petit ne souffre parfois d'un excès d'imagination. Ça lui vient de vous. Vous aviez la même affliction quand vous étiez jeune. Si vous le dites. C'est une chose très naturelle à penser de leur part et ça justifie très bien la situation.
situation. On en vient à la scène de la tâche ménagère. Là où il fallait apprendre à ranger sa chambre dans la joie, il faut maintenant apprendre à prendre son bain dans la joie. Mère nous faisait toujours prendre notre bain le soir. D'après mon expérience, Annabelle, le moment rêvé pour prendre un bain, c'est lorsqu'on est sale. C'est quoi ces maillots? Je m'attends pas à ce que vous montriez des enfants à poil, ce serait délicat. Mais comment vous arrivez à bien vous laver en portant ça? Il y a des gens qui aiment l'aventure, a-t-on jamais vu ça? La chanson est fun et les effets spéciaux sont très créatifs. J'aime particulièrement le petit sourire que Marie affiche avant de plonger en mode « c'est reparti !» La chanson a pour but d'apprendre à ces enfants qui grandissent trop vite à savoir s'amuser, et ça marche bien. Mais ça vaut quand même pas le morceau de sucre. Certes, les effets ont plus vieilli, mais le propos que la chanson renvoie est bien plus fort, à tel point qu'il sera repris de façon très poignante par la suite. La victoire est indiscutable, et j'ai une légère bête noire dans ce passage, en rapport avec la traduction française des chansons du film. Ça a cette tendance assez forte à se dévier du sens pour respecter au mieux la consonance et les rimes, et c'est un peu gênant à quelques reprises. J'oublie mes problèmes et hop. Mais l'idée reste acceptablement véhiculée, ce qui fait que je ne leur en tiens pas trop rigueur. Cela étant, je ne peux pas excuser un détail comme ça. Mais quelle merveille si à l'école on faisait des choses vraiment folles! C'est pas la faute de l'école si ça ne va pas, et c'est pas leur rôle de faire ça. Évitez de liguer les enfants plus qu'ils ne le sont déjà contre le corps enseignant, s'il vous plaît. Enfin bref, on passe à pour moi la plus grosse faute d'illustration de ce film, le moment où il dévie de la structure originelle. Oui, ça n'arrive vraiment qu'une fois et ça entache un petit peu l'intention artistique. C'est cette scène où on découvre la banque dans laquelle Michael travaille et son nouveau patron, le neveu de l'ancien, et pas le fils. J'imagine que lui aussi est mort entre les deux films d'une cause inconnue. Le neveu d'Oz, qui s'avérera être un connard arriviste, qui fera tout dans son coin pour délester Michael de sa maison, parce que ça lui donnera de la possession et donc du pouvoir. Ah, qu'est-ce que c'est original! Tout le monde se plaint de ça, je vais pas défendre cette partie. Je ne comprends pas l'intérêt d'incorporer un gros méchant pas beau. Avoir des difficultés à trouver de quoi payer pour éviter la saisie, ça suffit amplement comme menace. Mettre ce gars-là dans les roues des héros ne fait qu'ajouter un manichéisme supplémentaire grossier dont j'aurais vraiment pu me passer. Et au passage, je piche pas trop pourquoi les deux huissiers se comportent comme ces laquais. Ça fait partie de leur contrat? Quand vous ne saisissez pas, restez collé au bottes du chef de banque. Cet encart étant passé, reprenons la structure qu'on connaît bien. Pour aider les finances, les aînés songent à vendre un vase en porcelaine de leur mère, mais le plus jeune s'interpose et c'est le drame. Lequel de vous est le coupable? Vous allez vous en prendre une! Bon, ce sera la transition plutôt bien amenée pour que Mary Poppins se les envoie sur l'objet, ou purée, c'est magnifique! De l'animation Disney à la main, qu'est-ce que ça m'a fait manquer! Pour autant que le premier film mélangeait les deux styles avec une fluidité excellente pour l'époque, cette suite a totalement perfectionné la technique en rendant les interactions entre la prise de vue réelle et l'animation irréprochables. On joue même sur les angles d'accroche rapport au fait qu'on se trouve sur un vase. Je n'ai jamais vu cette approche d'animation être rendue de façon aussi parfaite. C'est un pur régal visuel. Et ce que ça raconte n'est pas trop mal non plus. Nos enfants sont invités par Marie à un grand cabaret où elle délivrera la chanson la plus fun de tout le film. Non, non, non. Allez, lancez-vous. Non, je n'ai pas chanté depuis des années. Tu viens de chanter il y a 1 minute. Royal Dalton Musical. Sois un peu moins transparente sur tes petits mensonges. Ne jamais se fier aux apparences, à livrer
beaucoup plus que l'on pense. Méfiez-vous des apparences. En plus de recopier un titre Disney déjà existant, est un numéro particulièrement exaltant dans son air, qui délivre une petite morale assez claire qui colle bien au ton de Mary Poppins, et rien que pour la performance de Miranda et de son doubleur Pascal Nowak, ça vaut le détour. La reine envoya alors veuve ses condoléances, bye bye. Mais un jour, le roi entendit un étranger qui chantait. Il dit: on m'appelle la terreur et je viens vous éduquer. C'est pas pour rien qu'il joue à Broadway. La reine compta ses joyaux, de peur qu'on ne les lui vole, et il dit des choses folles qu'on devrait apprendre à l'école. Ça fait 2 fois. Est-ce que vous avez un compte à régler avec l'école, les traducteurs? Il y a même du sous-texte assez salace par moment, c'est du pur fun concentré. Mais bon, il ne faut pas que j'oublie de parler de ce qui vient ensuite. Il y a longtemps que nous attendions que les enfants Banks nous rendent visite pour pouvoir nous-mêmes visiter votre chambre. Ah, il a droit à son parallèle animé, celui-là. On crée une course-poursuite totalement superflue où nos enfants chassent le grand méchant loup qui veut voler leurs biens. J'imagine que c'est Marie qui leur envoie ce signe pour plus tard, mais je ne vois absolument pas ce que ça apporte dans la narration. C'est du remplissage. Cela étant, au moins ça se lie à quelque chose. Le visuel reste épatant et au moins c'est en raccord avec le grand conflit manichéen qu'on met en place. C'est pas un délire aléatoire pour simplement dire « Eh les enfants, la chasse c'est pas bien !» Et j'ai beau encore adorer Supercalifragilisticexpialidocious, ça ne rehausse pas le tout. Ici, on s'éparpille moins, et même les pertes de temps ont un rapport à l'intrigue globale. Même si j'étais généreux de concéder à l'animation de 1964 les restrictions de son époque, ce que je ne suis pas, je préférerais quand même la façon dont le récit se fait dans la nouvelle version. Point pour celle-là. Nos enfants se réveillent de cette aventure tumultueuse pour que Mary Poppins se nie en bloc ce qui vient de se passer. Elle adore faire ça. Mythomane décomplexé. Une respectable personne comme moi dans une course, c'est une idée que je trouve très choquante. On passe à la chanson douce pour endormir les petits. Dans le premier film, ça se fait en 2 fois, à cet instant et plus tard avec la Dame aux oiseaux. Ici, on a décidé de regrouper les 2 moments en un seul, où Marie essaye de consoler des enfants dont la mère leur manque. Jamais rien ne s'efface. Quand ceux qu'on pleure s'en vont, c'est qu'ils changent de place. Une mélodie douce bien rendue sur un ton consolant efficace. Après, c'est super typique. Votre proche mort est encore un peu vivant à veiller sur vous. La force du propos se perd un peu quand on l'a déjà écouté une petite centaine de fois. À ce niveau-là, la Dame aux oiseaux déchire plus. Bon, la première chanson de Mary Poppins est une jolie comptine un peu simplette, mais pour la seconde, l'air reste plus mémorable et ça enseigne la force des choses simples du partage avec un exemple illustratif qui reste encore assez rare à voir aujourd'hui. Y a pas photo, l'ancien l'emporte là. Il est temps de passer à... la scène parallèle du plus mauvais moment de Mary Poppins. Et incroyable, c'est le plus mauvais moment de ce film aussi. Au moins c'est consistant. Mais avant, on se centre un petit peu sur Jacques et Jeanne. Oh, mais j'étais petit à l'époque. C'est sûr. Mais vous avez toujours le même sourire. Oui, il en pense un peu pour la sœur Banks. C'est mignon. Le couple Jaja qui ne fleurit pas tout de suite car il faut amener le vase fêlé à réparer chez la cousine de Marie jouée par Meryl Streep qui essaye de nous faire un accent russe là. Tatiana Antanasia Kositorito Potrepolovski. Oh, mais toi, tu peux m'appeler Topsy. Entre ça et la Grèce, t'essayes de te mettre à dos toute l'Europe de l'Est. Le vase n'est pas le seul à être fêlé car c'est un jour où tout est littéralement sans dessus-dessous chez elle. Et je ne reconnais plus ma droite de ma gauche, mon est de mon ouest, mon Topsy de mon petit popotin. C'est pour ça que quand je parle, ça sent mauvais. Toute ma vie ressemble à guerre épaisse. Tolstoï était doué pour le blabla, mais que c'est à ce moment. Oh oui, les enfants vont totalement la comprendre cette référence. Elle se lance dans un numéro musical sur son monde qui est à l'envers, tout le monde se marre et veut participer, gna gna gna, c'est ennuyeux et la chanson est fade. Après, si je dois me forcer à choisir, je préfère encore ça à Tonton Rieur Voltigeur, parce qu'au moins le décor est varié
créatif. Au moins, au lieu de fourrer cette péripétie aléatoirement dans le récit, on la relie à un élément mis en place et ça amène même le seul échange un peu joli de cette séquence. Notre mère avait dit qu'il était précieux. Il avait sans doute beaucoup de valeur pour elle. La blague de la jambe de bois rattrape pas tout à fait ces supériorités-là. Point pour le nouveau. Après ça, ils se rendent à la banque de leur père pour lui rendre son porte-document qu'il a oublié chez lui. Donc c'est moyennement prémédité par Marie, là. Et ce sera l'excuse pour que les enfants tombent sur une conversation du méchant chef de banque. Et à nouveau, le fait que le loup animé les ait mis en garde n'apporte pas grand-chose vu qu'il balance ses sales intentions nonchalamment dans une conversation importante ouverte. Dans 2 jours, Banks se retrouvera à la rue et sa maison nous appartiendra. Oh, vous êtes aussi cartoonesque que votre équivalent animé. S'ensuit nos enfants qui mettent le boxon en voulant s'échapper et prévenir leur père, et ce dernier qui ne les croira pas parce que... Oh, mais quelle imagination ces garnements peuvent-ils avoir? Ils sont arrivés en prétendant que je voulais voler votre demeure. Le conflit père-enfant est banal, remâché et une vraie déception à voir quand on le compare à ce que le film original a fait. Là, la divergence de considération entre Banks et ses enfants vient du fait que leur vision des priorités de la vie diffère. Michael ne veut pas être calculateur sur ses sous, il veut faire des choix où il se sentirait accompli en tant qu'enfant. En dépit des illustrations un peu trop grossières, c'est un conflit d'idées fort qui rend vraiment satisfaisant le moment plus tard où le père de famille doit comprendre ce que ressent son garçon. Mais ici, c'est du malentendu grossier à la « Pourquoi tu crois le méchant monsieur et pas nous, papa ?» Malgré le caractère un peu trop cartoonesque sur les bords qu'elle renvoie, la séquence initiale a 100 fois plus de finesse à cet égard et remporte ce round sans conteste. Et c'est un peu pareil pour la suite. Parce qu'après ça, nos enfants se perdent dans le brouillard sur le chemin du retour, pas parce qu'ils sont déboussolés par les événements, juste parce que... Voilà, et Jack jouera alors au chat de Cheshire. On est perdu alors? Ça dépend où vous voulez vous rendre. Jack! À votre service. Ce chemin vous y conduit. Ce chemin-là aussi. Mais ils sont vraiment un peu trop longs. Avant de les ramener chez eux, il les aiguera de son vibrant organe qui ne manque pas de longueur. Et cette phrase est dégueulasse, sortie de son contexte. Il leur sert le long numéro musical Luminomagie Fantastique. Éclairez le monde et vous serez les rois de la luminomagie fantastique, comme moi. Luminomagie fantastique étant le nouveau terme fantasque que la saga Mary Poppins se veut faire adopter au public. Et faut reconnaître que ça a pas autant accroché. Alors, je reconnais que c'est un air très sympathique et mémorable, et les cascades et chorégraphies sont éclatantes à voir. Mais ce coup-ci, on sent que ça se force un peu trop à recopier une formule qui marche. Le numéro musical qui s'étend, chanté par le sidekick de Poppins avec ses collègues pour égayer les enfants, ça veut recapturer l'intensité de garder le rythme, et ça l'approche un peu sans l'égaler. Et vraiment, on sent que ce passage est un peu forcé. Dans le premier film, l'intervention de Burt n'a pas seulement fonction d'apporter un numéro musical, il est là pour calmer les enfants et les faire réfléchir alors qu'ils sont en pleine crise. Ici, désolé Jack, mais on pourrait tout aussi bien sauter ton intervention que l'histoire ne perdrait rien, même si ça reste une chanson bien sympa en soi. Point pour l'ancien. Il finit donc par les ramener à la maison via ses pouvoirs de téléportation, semble-t-il, où Michael est sur les nerfs de ce qui vient de se passer. Bon, je tiens tout de même à défendre un petit peu la scène de banque de plus tôt. Michael est clairement à bout avec toutes les crasses qui lui tombent dessus dernièrement. Quand ses enfants mettent à mal son emploi avec leur intervention, ça reste compréhensible de sa part, dans cet état d'esprit, d'être focalisé sur le pessimisme, alias sa possibilité d'être viré. Et on ressent cet étau négatif dans lequel il se resserre lorsqu'il fait face à ses enfants quand il se met à devenir son père dans le premier film. On voulait seulement aider. Oui, eh bien ça ne m'aide pas. C'est clair. Je trouve ce moment très fort. Pris dans sa colère, il se rend compte de ce qu'il devient et se dégoûte un peu là-dessus, au point de craquer dans l'autre sens après, en faisant transparaître toutes ses angoisses devant la chair de sa chair. Je n'ai aucune solution, je suis navré, je n'ai aucune solution.
Ça s'instaure petit à petit au fil du film, et lorsque ça éclate finalement, ça a une portée toute particulière. Et comme pour le premier opus, une petite reprise de chanson sauve le père de famille de son mauvais état d'esprit. Quand ce qu'on pleure sans, on sait qu'il change de place. Le parallèle de structure est magnifiquement repris ici, manié autour d'une problématique très différente qui se résout de façon douce, très efficace. Après, c'est en compétition avec la crème de la crème du premier film. L'échange entre Burt et George reste sublime à voir et la reprise du morceau de sucre reste sublimement filée dans la scène. C'est sans doute le moment le plus ingénieusement écrit du film pour moi, et j'ai beau aimer sincèrement cet échange réconciliation dans le retour de Mary Poppins, ça n'égale pas tout à fait ce qu'a fait l'original. Et dans la résolution, ça va pas vraiment s'arranger pour le nouveau. Vous savez quoi? Autant mettre le point tout de suite, il n'y a vraiment pas besoin d'en faire un suspense. Là où George Banks met à plat ses problèmes lors d'une introspection calme et poignante, la nouvelle génération a droit à un final de téléfilm pour gamins. Après un moment assez joli où la famille s'apprête à quitter sa maison pour vivre chez Jeanne alors que le voisinage lui montre tout son soutien sincère, la solution à leur problème vient du cerf-volant. Qu'est-ce qu'il y a, père? Minute. Ouais, faut que j'en parle de ça. Le document des actions de George Banks s'avérait être au verso d'un dessin qu'a fait Michael. Me demandez pas pourquoi il a décidé de dessiner sur cette feuille-là. Son cadet, tout joyeux, s'est dit qu'il allait s'en servir pour rafistoler le cerf-volant, et paf, il le montre à son papa 15 minutes avant l'échéance. Ah ben ça, pour du timing. Je sais que ce cerf-volant a une grande importance à la fin du premier film, mais vous le forcez pas un peu trop à être le fringant sauveur là? Et donc la course pour ramener le document à la banque avant minuit, mais le temps manque. Donc il faut rembobiner l'aiguille de Big Ben. J'arrive pas à croire qu'il existe deux suites Disney pour pondre ce même truc. Ainsi, dans cette course contre la montre littérale, Jacques et les siens se démènent pour atteindre la grande horloge. Il joue à l'équilibriste en risquant sa vie, et lorsque le temps est presque compté, Marie se contente de voler jusque-là et de faire tout le boulot. Pourquoi t'as pas fait ça du début, meuf? Mais bon, ça permet à Jeanne et Michael de faire leur petite aventure à eux et atteindre l'objectif à la dernière seconde. Big Ben a enfin sonné l'heure exacte. Mon arc est complété. C'était quoi ce délire? Qu'est-ce que ça a apporté de faire du suspense à deux ronds et de forcer le drame du vont-ils y arriver ou pas dans un drame familial qui essaye de faire dans la douceur? Votre film dure déjà 2 heures. Pas besoin de putain de remplissage. On pouvait facilement virer tout ça et passer directement de la révélation du certificat au moment où il le montre à Grips sous version humaine. Surtout que celui-ci refusera d'accepter ça et au bout du compte, ce sera au caméo de sauver la situation. Là, tu es coincé, Willy. Oncle Dose? Dose Senior est encore en vie. En fait, tous les vieux croulants de la ville se sont donné le mot pour survivre à George Banks. Le pauvre gars. Bon, je ne vais pas nier que ça fait particulièrement plaisir de voir Dick Van Dyke reprendre ce rôle sans grand effort de maquillage cette fois. Et il continue encore de filer la pêche. Soyez... Ce mec fait ça à 92 ans. Respect. La dette de Michael peut être payée grâce aux deux pences que son père avait placées il y a 20 ans. Après plusieurs investissements très astucieux, croyez-moi sur parole des enfants, ces 2 pennes sont devenues aujourd'hui une très jolie somme. À l'aide de quel marché noir vous avez pu rendre ça possible? Et comment je fais pour avoir un placement chez vous? Le méchant neveu arriviste est donc démis de ses fonctions, la situation est sauvée, et vient alors le final émotion qui, je trouve, sublime ce que le premier film m'a fait ressentir à sa fin. Le moment du cerf-volant achevé de façon très touchante l'arc de George Banks, mais si je devais lui reprocher une chose, c'est qu'il allait
un poil trop vite. Dans ce cas-là, l'arc de chacun est plus ou moins déjà résolu et c'est juste un rappel à la magie du coin où chaque personnage se voit donner sa petite note. Comment résumer ce que ça me fait ressentir? Quelle joie, quelle insouciance, je retombe en enfance quand j'oublie mes problèmes et hop! Je ne pourrais pas mieux dire. C'est un moment d'émotion légère pure, avec un message simple et naïf, comme Mary Poppins aime nous en enseigner, porté par un très joli air. Et voir là Angela Lansbury y participer, ça me fait quelque chose. On sent que le rôle était un peu prévu pour Julie Andrews, mais c'est un remplacement que je prends. Nos personnages font leur dernier salut avec panache, et les au revoir de Mary Poppins sont aussi touchants que la première fois. Ce final a parfaitement su toucher la fibre nostalgique chez moi, et même si la fin du premier volet reste iconique, on a su, à mes yeux, créer un moment sublime qui recapture ce sentiment en l'exacerbant. Mais, au bout du compte, juger la qualité globale d'un film ne se fait pas bêtement en comptant les points. J'espère qu'on sera d'accord là-dessus. Je comprends aisément qu'on ait du mal avec cette suite, l'inclusion du méchant central et les conflits qui s'y rattachent étant grossières et atténuant l'aspect bon enfant et un peu féerique que représente Mary Poppins. Mais ce serait abusé de résumer le retour de Mary Poppins à ça. Il y a une recherche d'hommage sincère en recapturant avec beaucoup d'attention les émotions que le film de 1964 faisait passer. De nombreux échanges et moments iconiques sont remis en scène sous de nouveaux jours et font ressentir, en tout cas personnellement, ce que le premier Mary Poppins a fait ressentir lors de son premier visionnage. Les intentions sont bonnes, les chansons sont majoritairement mémorables et atteignent presque parfois le niveau de leurs aînés, et l'expérience finale est une jolie surprise plaisante qui a su atteindre l'âme d'enfant qui restait terrée en moi. Ce qui est un exploit très notable parce que ça n'arrive pas souvent. Les défauts sont loin d'être négligeables et le film en pâtit réellement, mais ça reste une œuvre très valable qui mérite d'être reconnue. Et puisqu'on a évoqué Angela Lansbury, la prochaine fois on va parler de l'enfant pauvre de Mary Poppins. C'était Mayolek, et n'oubliez pas d'être Disneyphile. Me demandez pas pourquoi il a décidé de décider sur cette feuille-là. Me demandez pas pourquoi il a décidé de dessiner.